Comme chaque année, on démarre nos réflexions et on ouvre par une conférence inaugurale pour nous introduire le thème de notre séminaire. Donc, cette année, c'est le thème de développement durable et de l'environnement. Les thèmes qui étaient toujours très importants, mais qui sont dorénavant au centre de toutes les discussions dans nos sociétés. Et pour notre conférence, on ne pourrait pas avoir un meilleur expert que notre invité aujourd'hui, M. Philippe Lambert. Comme vous le savez très bien, M. Lambert, il est depuis 2009 membre du Parlement européen. Il est membre du parti belge Écolo, qui au Parlement appartient au groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. Et M. Lambert y assure la fonction de coprésident du groupe. À ce titre, il est membre de la conférence des présidents, également la commission des affaires économiques et monétaires. Monsieur Lambert, il connaît déjà très bien notre séminaire. Il a participé à plusieurs reprises et donc on est très heureux d'accueillir en tant qu'expert en ce qui concerne nos sujets, mais en même temps, quelqu'un qui connaît déjà très bien Cluny. Donc, je ne vais pas parler trop longtemps, mais avant de commencer, juste quelques points organisationnels. Donc, conférence va durer 1h30, donc 30 à 45 minutes exposées de M. Lambert, suivi environ 45 minutes de questions-réponses. Pendant la conférence, comme Mireille vous a dit, on vous demande de bien vouloir éteindre vos micros afin d'éviter les interférences. La conférence se tiendra en français avec une possibilité de poser vos questions en anglais. Si vous voulez faire des commentaires ou poser une question, je vous invite de le signaler dans le chat. Vous pouvez le faire déjà maintenant, mais on va traiter vos commentaires et les questions à la fin de la session, c'est-à-dire dans la partie questions-réponses. Une dernière information, donc cette séance est enregistrée, donc vous êtes filmé, il faut souiller. Elle sera postée sur YouTube. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas être filmés, vous êtes priés d'éteindre vos caméras, mais je pense quand même que pour nous tous, et surtout pour M. Lambert, c'est mieux de ne pas regarder l'écran noir, donc à vous. Donc, c'est tout de ma part et je laisse la parole à M. Lambert. Merci Teresa, j'espère que vous m'entendez bien. C'est le cas? Ok, ça va. Bon, je suis connecté avec un téléphone portable, on va voir ce que ça donne. Merci à Jean-Luc, à Mireille pour l'invitation. C'est vrai que c'est pas la première fois. Il se fait que si vous entendez des oiseaux dans l'arrière-fond, c'est que je suis en fait dans la campagne du Clunisois, juste à côté, avant de rentrer à Bruxelles la semaine prochaine pour la plénière. Alors, je voudrais, en fait, pour mettre les choses en perspective, vous rappeler d'où on vient. Nous venons d'un cycle qui a commencé, on va dire, avec Jacques Delors, qui a continué avec Jacques Santer, avec José Manuel Barroso, et puis avec Jean-Claude Juncker, en passant par Romano Prodi, une commission européenne qui s'était donné la mission essentiellement d'adapter l'Union européenne au modèle dominant, en fait au seul modèle, à les en croire, qui était valable, c'est la mondialisation néolibérale. Et donc, il fallait rendre l'Europe compétitive, il fallait viser la croissance. Alors, certains disaient une croissance smart, sustainable, inclusive, donc intelligente, soutenable et inclusive. Il fallait devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive au monde, tout ça pour vendre plus sur la planète. Tant et si bien que quand Jean-Claude Juncker fait un discours pour la fin de son mandat, je crois que c'était en octobre ou en novembre 2019, il jette un regard rétrospectif sur 5 ans et il parvient à parler pendant une demi-heure sans prononcer une fois le mot climat, sans prononcer une fois le mot environnement. Alors aujourd'hui, ça apparaît complètement incongru. Je vous rappelle quand même que les premiers rapports qui établissent un lien entre les activités humaines et le changement climatique remontent aux années 60 et que la question des limites planétaires fait irruption dans le débat public au début des années 70 avec le rapport du Club de Rome. Donc on est un demi-siècle plus tard et vous avez un président de la Commission
qui parvient à faire le bilan de sa présidence, 5 ans, sans citer le mot climat, sans citer le mot environnement, comme si en fait tout cela n'existait pas, comme si l'être humain pouvait s'affranchir de l'écosystème dont il fait partie. Et donc, changement assez profond, puisque lorsque celle qui va succéder à Jean-Claude Juncker arrive au Parlement européen, elle commence à parler de ces choses-là et elle annonce un Green Deal européen. On pourrait se dire, comment est-ce possible? Ursula von der Leyen est une femme politique allemande, c'est une fidèle d'Angela Merkel, c'est une chrétienne démocrate, à fibre sociale, ça on peut le dire. Elle a exercé plusieurs postes à responsabilité dans le gouvernement allemand dans le domaine social avant de devenir, pour rendre service à la chancelière ministre de la Défense, qui n'avait rien à voir avec ses compétences de base. Elle s'est illustrée sur le front social, mais jamais sur les questions environnementales. Et pourtant, elle nous parle de Green Deal européen. Et pendant les 6 mois qui vont séparer sa désignation par le Conseil européen de la mise en place de sa commission, donc en décembre 2019, eh bien, elle va clarifier un petit peu son discours, et on peut évidemment considérer que c'est du pur opportunisme, qu'elle a vu les Fridays for the Future, elle a vu les manifestations dans les rues, elle a vu les sondages, elle a vu aussi la progression des Verts dans les élections dans une partie de l'Europe, j'insiste, une partie, pas partout. Et donc, elle peut se dire, bon, ben, il est aujourd'hui à la mode de parler de Verts, et donc je vais parler Verts. En réalité, lorsque les premières lignes de son Green Deal européen apparaissent, il semble quand même qu'on a affaire à plus qu'un exercice de greenwashing ou de window dressing. Autrement dit, la communication de la Commission sur le Green Deal européen est un projet d'assez grande ampleur qui montre bien les interconnexions entre les différents domaines des politiques publiques, et affirme la nécessité, évidemment, si on veut, par exemple, faire de l'Union européenne le premier ensemble politique neutre sur le plan du carbone en 2050, eh bien, ça implique des changements de politique dans beaucoup de domaines de l'Union européenne, et il s'agit d'assurer la cohérence de ces politiques. Donc, pour la première fois, il ne s'agit plus de faire un petit peu de vert dans un compartiment pour se donner bonne conscience, mais bien d'aligner les politiques européennes sur la question climatique, sur les enjeux environnementaux. Parce que figurez-vous que la Commission semble avoir compris que les questions environnementales ne s'arrêtent pas au climat, que la question de la biodiversité, que la question de l'épuisement des ressources de la planète et de sa pollution sont des questions aussi importantes que celles du climat, et donc risque de mettre en fait en cause l'existence même, la pérennité de l'espèce humaine sur la planète Terre. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors tout de suite, un bémol, c'est que on se rend compte, et très vite dans nos conversations avec Ursula von der Leyen, qu'il y a un certain nombre d'angles morts dans sa réflexion. Donc clairement, l'ambition d'adapter les politiques européennes aux questions environnementales, mais par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que le premier budget de l'Union européenne est celui de la politique agricole commune. C'est une politique qui est très largement de compétences européennes, c'est le premier budget de l'Union. On sait que la politique agricole commune, qui a démarré comme un projet de ce qu'on appelle aujourd'hui de souveraineté alimentaire, est devenue un projet visant essentiellement à promouvoir les opportunités de business pour les industries agroalimentaires européennes sur les marchés mondiaux. Il ne s'agit plus du tout d'assurer la suffisance alimentaire, il s'agit d'une industrie, d'une réelle industrie agroalimentaire qui est devenue aujourd'hui un désastre à la fois sur le plan de la biodiversité. Donc l'effondrement, par exemple, des populations d'insectes en Europe est très largement attribué aux pratiques agricoles en Europe. C'est aussi un facteur négatif sur le plan climatique, puisque alors que l'agriculture peut être un puits carbone, elle est devenue un émetteur net de carbone, ce qui est évidemment un non-sens. Et donc, première question test, Madame von der Leyen, allez-vous aligner la politique agricole commune avec les ambitions du Green Deal européen? Et depuis son installation à la tête de la Commission, et donc je vous parle de début juillet, il y a 1 an, donc la réponse est en fait un grand silence. C'est que Ursula von der Leyen a réalisé que c'est probablement dans le domaine agricole que se trouvent les résistances, dans le domaine plutôt de l'agrobusiness, que se trouvent les résistances les plus violentes
à la transition écologique. Premier angle mort du Green Deal européen. Deuxième angle mort du Green Deal européen, et il est tout à fait lié au premier, c'est la question d'une politique qui est de compétence exclusive de l'Union européenne, la politique commerciale. Il est évident que si vous voulez réduire notre impact écologique, eh bien, la chose la plus facile à faire, la moins douloureuse à faire, c'est de réduire le nombre de kilomètres parcourus par les humains et par les tonnes de marchandises. Autrement dit, qu'une politique commerciale dont le but affiché est l'augmentation des flux de matière sur la planète, des flux commerciaux, est en fait totalement antinomique à l'ambition d'un Green Deal européen. Et pourtant, un an après l'élection de Ursula von der Leyen à la tête de la Commission, son commissaire au commerce, Phil Hogan, ancien commissaire à l'agriculture, continue à affirmer le fait que la politique commerciale européenne doit redoubler d'efforts, non pas pour s'adapter aux contraintes planétaires, mais bien pour maximiser le nombre d'accords commerciaux que nous allons passer avec d'autres. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de majorité en Europe pour rendre contraignantes les normes sociales et environnementales dans les traités commerciaux internationaux. Donc on voit, ce sont des angles morts qui ne sont pas périphériques, ce sont des angles morts qui sont en fait au cœur même des politiques européennes et qui, en effet, jettent un peu le doute sur la cohérence de l'ensemble. Mon analyse sur le plan, je veux dire, de la personnalité de la présidence de la Commission, c'est que c'est quelqu'un qui est venu tard à la question écologique, qui, je pense, est authentiquement convaincu que c'est un défi, et je reprends son adjectif existentiel pour l'humanité. Elle veut faire de l'Union européenne un leader dans le domaine, mais elle n'a pas encore perçu, je pense, la profondeur des changements qui sont nécessaires pour réaliser cette transformation. Autrement dit, il ne s'agit pas de verdir le modèle capitaliste, il s'agit bien de le transformer profondément dans son ADN. Et cela, c'est quelque chose que je pense elle n'a pas encore complètement réalisé. Donc c'est l'état de la question. Nous avons une présidente de la Commission qui veut vraiment faire du Green Deal européen le cœur de sa politique. Et bonne nouvelle, nous avons au Parlement européen une majorité qui est favorable à ce Green Deal européen. Nous voyons avec toutes les réserves que je viens de dire. Je veux dire que beaucoup de gens qui se disent favorables au Green Deal européen seraient extrêmement réticents à changer la politique commerciale de l'Union. Et j'en veux pour preuve que le premier traité commercial qui est arrivé sur la table du Parlement européen pour ratification dans la nouvelle législature, le traité commercial avec la République populaire du Vietnam, a été adopté à 80% de majorité. C'est un traité commercial qui est le résultat des années Juncker, Barroso, donc qui s'inscrit dans la droite ligne de la mondialisation néolibérale, des normes sociales et environnementales décoratives qui n'ont pas d'impact réel sur le terrain, et il s'est quand même trouvé 80% du Parlement européen pour ratifier ce traité qui est un non-sens environnemental, un non-sens social, un non-sens politique aussi. Il faut se rappeler quand même que le Vietnam est un régime dictatorial qui, sur le plan des libertés publiques, est un désastre au moins aussi important que la Chine. Donc, on voit bien que même si la majorité est favorable sur le papier à un Green Deal européen, encore faut-il savoir ce qu'on entend exactement par Green Deal européen et quelle est la profondeur des changements. Néanmoins, je ne peux pas bouder mon plaisir, même si le groupe des Verts ne fait pas partie de la majorité parlementaire de la commission von der Leyen. Nous voyons plutôt d'un bon œil et nous voulons contribuer au succès d'un Green Deal européen. Tout pas qui peut être fait en avant dans le sens de la transition écologique et solidaire doit être accueilli. Ça sera évidemment jamais assez vite, puisque déjà les scientifiques nous disent qu'on a pris un retard considérable. Ce sera jamais assez ambitieux parce qu'il est assez peu probable que nous rattrapions le retard par rapport à l'objectif de réduire, d'éviter que le changement climatique, le réchauffement climatique ne dépasse les 2 degrés. Et donc, bien sûr, nous serons toujours insatisfaits par rapport à ce qu'il faudrait faire. Néanmoins, si on peut commencer à agir sérieusement, il vaut mieux qu'on commence à agir plutôt que de ne pas le faire. Et à nouveau, les premiers textes législatifs présentés par la Commission semblent aller dans le bon sens, même si de nouveau, quand vous commencez à gratter en dessous de la surface, vous constatez qu'il reste beaucoup d'imprécisions et que ces imprécisions sont les brèches évidemment par lesquelles s'infiltrent les intérêts
des entreprises qui ont intérêt au statu quo, et elles sont nombreuses. Je veux dire, les entreprises aujourd'hui, enfin, le capitalisme mondial aujourd'hui est un capitalisme de rentiers, ce n'est pas un capitalisme d'entrepreneurs, et il est évident que les rentiers qui sont les bénéficiaires de systèmes, on les appelle souvent les 1%, n'ont absolument aucun intérêt à ce que le système construit sur l'exploitation sans limite de la planète et des humains et de la nature, ils n'ont aucun intérêt à ce que cela change, et donc vous pensez bien qu'ils ne vont pas se laisser faire sans résister, on le voit déjà maintenant. Là-dessus intervient ce petit événement dont Jean-Luc parlait il y a un instant, la pandémie. Alors tout le monde a été surpris par la pandémie, je ne vais pas me développer très longuement la réponse européenne à la pandémie, je vais simplement dire que cette pandémie interroge en effet le système de mondialisation néolibérale. C'est évident que si nous avions été dans une période où la mondialisation n'existait pas, eh bien une épidémie locale dans le cœur de la Chine aurait mis des mois, voire des années avant d'atteindre les rives européennes, et donc nous n'aurions pas été frappés comme nous l'avons été, et nous aurions eu tout le temps de nous préparer. Mais voilà, nous vivons dans un régime de mondialisation néolibérale où il semble normal que des millions de gens parcourent chaque jour des millions de kilomètres. Et donc là, on voit bien le facteur accélérateur que cette mondialisation a été. De même, cette pandémie illustre la dépendance parfois totale de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, par rapport à des fournisseurs extérieurs à l'Union européenne et souvent à des fournisseurs uniques. On pense à des molécules aussi simples que le paracétamol et on découvre que plus de 90% de la consommation européenne de cet antidouleur est le produit de l'industrie pharmaceutique indienne. Et donc, on se rend compte en fait de l'extrême vulnérabilité du système. Et en fait, la pandémie illustre de manière vraiment patente la tension qu'il y a entre le paradigme de l'efficacité, qui est en fait le seul paradigme qui gouverne la mondialisation néolibérale, l'idéologie qui est véhiculée par la théorie économique néoclassique, c'est-à-dire que la maximisation du profit à court terme permet de résumer l'optimisation des sociétés humaines. Autrement dit, en maximisant le profit, en fait, on fait le bien. Mais le faux dépend d'autres choses, notamment le fait aussi au détriment de la résilience. Autrement dit, lorsque vous voulez être résilient, vous êtes moins efficace. Je prends souvent l'exemple des chaînes de fabrication automobile. C'est évident que si vous travaillez en just-in-time, eh bien, les portières qui doivent être installées sur une voiture arrivent à l'usine dans les minutes qui précèdent le moment où elles sont nécessaires, où elles vont être montées en fait sur le châssis en cours de fabrication sur la chaîne. Donc c'est formidable parce qu'évidemment, on ne doit pas prévoir d'espace pour stocker ces portes et toutes les autres pièces détachées de la voiture. Mais évidemment, si le camion qui amène ces portes est pris dans des embouteillages ou a un accident, eh bien c'est toute la chaîne qui s'arrête. Autrement dit, on a une efficacité maximale et une résilience minimale. Et c'est là qu'on découvre en fait que le rôle de la politique est précisément de décider où on place le curseur. Ce n'est pas seulement les décideurs politiques qui prennent ce genre de décision, les décideurs économiques, tout décideur, en fait, doit toujours faire des arbitrages. Et c'est là qu'on découvre qu'en réalité, ceux qui ont voulu nous faire croire qu'il n'y avait pas d'alternative, qu'en fait, et Emmanuel Macron est le dernier exemple de cela en France, il est quelque part un peu la caricature de l'ancien monde, dans le sens où, lorsqu'il arrive au pouvoir, il nous dit tout ce que je veux, c'est de l'efficacité. En fait, il n'y a pas deux politiques possibles. Je veux mener la seule politique possible et je veux la mener avec efficacité. Sauf qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule politique qui est possible. Nous devons faire des choix entre mondial et local, entre efficacité et résilience, entre vite et lent, entre divers et standardisé. Ce sont tous des choix que nous devons faire. Entre le respect de la vie privée et la sécurité, liberté et sécurité, c'est une tension permanente et nous devons, comme société, décider où nous mettons le curseur. Et en fait, c'est ça la politique, c'est ça la démocratie. C'est décider collectivement où nous mettons le curseur. Qu'est-ce qui est important pour nous? Et donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'alternative, en fait, il y a une infinité d'alternatives et il appartient aux décideurs politiques, aux décideurs économiques, à nous comme citoyens de décider où nous mettons le curseur. Donc, la pandémie arrive,
Et très vite, dans les premières semaines, se pose la question, est-ce que le Green Deal européen ne va pas être la victime première, toute désignée de la pandémie? Et personnellement, je n'ai jamais pensé que c'était un vrai risque. Autrement dit, je pense que dans l'opinion publique, s'il y a un effet en termes de prise de conscience que la pandémie a, c'est plutôt d'ouvrir les yeux d'un nombre encore plus important de citoyens sur le fait que nous vivons dans un système qui est devenu fou et qu'il va falloir un changement de cap assez significatif. Autrement dit, je pense que la base sociétale pour un changement de paradigme s'est élargie grâce à la pandémie plutôt que ne s'est rétrécie. Mais c'est vrai que dans les premières semaines de la pandémie, vous avez entendu un certain nombre d'acteurs, principalement économiques, principalement des multinationales ou des fédérations patronales, pousser les hauts cris en disant « ben voilà, je vous l'avais bien dit, nous vous l'avions bien dit ». Voilà, un avion passe, désolé. Voilà, un Mirage 2000 de la base de Nancy. Donc, ces entreprises se manifestent de manière assez bruyante pour dire, ben, vous voyez, maintenant qu'on a la pandémie sur les bras, on ne va quand même pas s'encombrer d'un Green Deal européen, on a autre chose à faire, on fera ça quand ça ira mieux. Mais si vous observez avec précision qui tient ce discours, ce sont ceux qui déjà, avant la pandémie, s'insurgeaient contre le Green Deal européen. Autrement dit, ils ont trouvé un nouvel alibi, mais leurs rangs n'ont pas grossi. Leurs rangs n'ont pas grossi. Donc, c'est la première bonne nouvelle, c'est que si vous parcourez un petit peu l'Europe en sens divers, et je dirais un peu partout en Europe, je dirais que la base citoyenne en faveur d'un changement de paradigme s'est élargie. Et donc, moi, je ne pense pas qu'on a un véritable danger de ce côté-là. Et la bonne nouvelle, c'est que du côté des institutions européennes, la Commission a réaffirmé que le Green Deal européen ne perdait rien dans son actualité dans l'après-pandémie, autrement dit qu'il devait être au cœur de tout plan de relance européen ou national, et il se fait qu'il y ait une majorité au Parlement européen qui va dans le même sens. Donc c'est une double bonne nouvelle. Encore faut-il savoir si au sein du Conseil européen, qui est la réunion des gouvernements de l'Union européenne, s'il se trouvera une majorité pour aller dans ce sens-là. On peut l'espérer, mais c'est loin d'être une certitude, puisque entre Commission et Parlement, ben, il semble clair depuis un an qu'il y a une majorité pour engager des politiques relativement différentes de celles qu'on a connues depuis Jacques Delors, mais ce n'est pas encore évident que ce soit le cas au Conseil, même si là aussi on a des signaux intéressants qui viennent du nord de l'Europe, ça c'est pas vraiment une surprise, des signaux intéressants qui maintenant commencent à venir d'un pays qui a été probablement l'un des plus réactionnaires par rapport à la transition écologique, et c'est l'Allemagne. L'Allemagne dont la dirigeante politique principale s'est comportée pendant plus de 10 ans comme la première lobbyiste de l'industrie automobile allemande, de l'industrie du charbon allemande, de l'industrie chimique allemande. Et là aussi, on voit que dans le plan de relance allemand, eh bien, l'industrie automobile n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Et ça, c'est une première. Et donc, on voit qu'il y a des changements d'accent qui laissent penser que même au Conseil, les choses évoluent. Alors, nous avons depuis quelques semaines les premiers textes déposés par la Commission européenne en vue d'un plan de relance européen. D'abord un petit mot parce que c'est quand même l'existence de la zone euro et au-delà l'existence de l'Union européenne qui se joue dans les semaines et dans les mois qui viennent. Autrement dit, vu la profondeur de la crise économique consécutive à la pandémie, si il n'y a pas une réponse collective, je dis bien collective des États de l'Union européenne, enfin des États et des institutions européennes, ce qu'on a connu comme tension dans la zone euro dans les années 2010, ce sera un très modeste hors d'œuvre par rapport au plat de résistance que vont être les tensions dans la zone euro consécutive à une réponse qui livrerait en fait les États individuellement face aux conséquences de la pandémie. Autrement dit, ce n'est pas un petit pays comme la Grèce, ce sont des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, qui seraient confrontés à une incapacité en fait de financer une relance économique, et les divergences au sein de la zone euro deviendraient intolérables au point de probablement provoquer l'explosion de la zone euro. Et je ne pense pas que le projet européen survivrait longtemps à la fin de la monnaie commune.
Et donc, je pense qu'Angela Merkel l'a bien compris, elle dont le pays a pris la présidence de l'Union il y a 3 jours. Elle a donné des interviews récemment au Financial Times, au journal Le Monde et à d'autres journaux européens, après avoir fait un virage à 180 degrés justement sur la question de la solidarité économique et financière entre les États membres, puisque ce qui était un tabou pour l'Allemagne fédérale depuis toujours, autrement dit, le fait de permettre à l'Union européenne de s'endetter collectivement pour rembourser collectivement, ce tabou a sauté en Allemagne, puisqu'elle a, avec Emmanuel Macron, proposé un plan de relance à 500 milliards empruntés collectivement et servant à financer directement par subside des projets au sein de l'Union européenne. Autrement dit, nous empruntons collectivement, nous remboursons collectivement, mais nous dépensons pas nécessairement au prorata de la taille des États, de la taille économique des États. Autrement dit, ce que Angela Merkel et Emmanuel Macron ont proposé, c'est une union budgétaire dont le périmètre est limité et dont la durée dans le temps est limitée. Mais c'est bien une union budgétaire et donc c'est bien ce qu'on appelle en allemand eine Transferunion. Autrement dit, ce qui était un tabou dans le débat politique allemand jusqu'ici. C'est ça qui me fait espérer qu'on pourra trouver un accord. Alors, ce n'est pas parce que l'Allemagne a changé d'avis que pour autant d'autres ultras ont rendu les armes. Et aujourd'hui, la bataille est extrêmement âpre au sein du Conseil avec 2 États, l'Autriche et les Pays-Bas, qui résistent des 4 fers au plan de relance commune européenne. Mais bon, j'espère que les efforts diplomatiques qui sont en ce moment menés par Charles Michel et par Ursula von der Leyen seront couronnés de succès, sinon à la mi-juillet, au plus tard à la fin juillet. En tout cas, j'espère qu'on y arrivera. Alors, la question, c'est évidemment, 1, est-ce qu'il y aura un plan de relance européen, et 2, quelle sera sa nature? Et là, de nouveau, la Commission a été cohérente puisqu'elle a proposé que le plan finance essentiellement des activités liées au Green Deal européen et liées aussi à la transition numérique. Donc là-dessus, on peut a priori être rassuré. Maintenant, en seconde analyse, c'est moins clair. C'est moins clair puisque nous avons reçu les textes législatifs qui accompagnent la proposition de plan de relance de la Commission, et c'est là qu'on se rend compte qu'entre les intentions affichées, c'est-à-dire un alignement du plan de relance avec les objectifs du Green Deal et les textes législatifs, ce qu'on se rend compte, c'est que les objectifs, en fait, ne sont pas traduits en texte législatif. On pourrait s'attendre, par exemple, à ce que les textes législatifs disent explicitement que tout investissement fait au travers du plan de relance européen soit aligné, soit conforme à ce qu'on appelle la taxonomie européenne des investissements verts, c'est-à-dire la nomenclature législativement adoptée. C'est un texte tout récent qui essaye de lister ce qui qualifie comme investissement vert. On pourrait dire que voilà, ce qui ne rentre pas dans cette liste, et je vous rassure, c'est une liste qui est encore à nos yeux un peu trop laxiste, puisque à la limite des projets gaziers peuvent passer pour des investissements verts, à condition qu'ils soient des projets de transition, etc. Donc, c'est pas un texte parfait, mais même cette exigence de conformité ne se trouve pas dans les textes. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant encore, il n'y a pas une interdiction de financer le moindre projet fossile avec ce genre, avec le plan d'investissement. Donc, on voit que les leviers par lesquels ou le principe encore, oui, ça je tiens à dire, un principe important qui est affirmé dans le Green Deal européen, c'est le principe do no harm. Autrement dit, toutes les politiques ne doivent pas contribuer à la lutte contre le changement climatique, la réduction le combat pour la diversité ou la réduction de notre impact écologique, mais au moins, aucune politique ne peut aggraver la situation. Donc, tout ne doit pas contribuer à améliorer la situation, mais rien ne peut aggraver. C'est le principe de do no harm. Eh bien, ce principe n'est pas repris dans les textes législatifs liés au Green Deal européen. Et c'est là, évidemment, qu'on se dit que si on n'inscrit pas ce genre de règles dans le texte législatif, eh bien, on sait déjà qu'en temps normal, même quand il y a des règles, on essaie de les contourner. Ici, s'il n'y a même pas de règles, alors évidemment, on aura un objectif nominal, mais qui ne sera pas traduit dans les textes législatifs, autrement dit, qui n'a aucune chance d'être réalisé. Autrement dit, dès que le principe d'un plan de relance européen sera adopté, la bataille pour en faire réellement un instrument au service de la transition écologique et solidaire, cette bataille ne fera que commencer. Et elle est loin d'être gagnée, parce que comme je vous dis,
même s'il y a une majorité nominale, même si la Commission est nominalement en faveur du Green Deal européen, même s'il y a une majorité nominale au Parlement européen en faveur de ce Green Deal, et même si de plus en plus d'États membres affirment être en soutien à ce Green Deal, on voit très bien que, j'ai envie de dire aujourd'hui, tout le monde est écologiste jusqu'au moment où être écologiste commence à coûter 1 euro à quelqu'un. Parce que là, on voit que les volontés se refroidissent beaucoup et que les ambitions sont fortement revues à la baisse. Et donc, la bataille va continuer. Alors, je terminerai peut-être par là. Les Verts sont aujourd'hui un peu plus nombreux au Parlement européen que nous n'étions par le passé. J'insiste pour dire que les convaincus de la transition écologique et solidaire se trouvent non seulement au sein des Verts, dont c'est quand même notre ADN, mais je ne revendiquerai jamais une forme d'exclusivité politique. Je pense qu'il y a des gens authentiquement convaincus de la nécessité de la transition écologique et solidaire en dehors des frontières strictes des partis verts en Europe, et c'est plutôt heureux, puisque dans le meilleur des cas, pour l'instant, les Verts représentent une dizaine de pourcents des citoyens européens. C'est pas avec 10% qu'on fait changer les choses. Mais à partir de 20, ça commence à changer. Il se fait, et je terminerai là-dessus, on a eu un scrutin, Jean-Luc l'a mentionné, un scrutin municipal en France qui s'est clôturé le week-end dernier. Et c'est intéressant de voir que quasi toutes les grandes villes ont été gagnées par des coalitions qui ont placé la transition écologique et solidaire au cœur de leur projet. Alors souvent, ces coalitions étaient menées par des Verts, mais pas toujours. Parfois, ces coalitions étaient menées par des socialistes, des femmes socialistes d'ailleurs souvent, qui ont authentiquement adopté l'agenda de la transition comme le leur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Autrement dit, on voit que le projet de la transition est en train de faire tache d'huile et je pense va mener à la véritable recomposition politique en Europe. Autrement dit, ma conviction est que l'agenda politique européen, et je vous le disais en début de mon exposé, l'agenda politique européen a été dominé par la pensée unique. Alors je sais que ce terme est un peu péjoratif, mais malheureusement, il est réel. Autrement dit, pour ces tenants, ceux qui ne pensent pas comme eux sont en dehors du cercle de la raison. Autrement dit, ils se voient eux-mêmes comme des gens qui ont la seule pensée rationnelle possible. Et bien, cette pensée unique, dont l'objectif était de faire de la mondialisation néolibérale le mode par excellence de l'organisation des relations entre les hommes sur cette planète, eh bien, cette hégémonie est challengée maintenant de deux bords. Elle est challengée d'une part par les mouvements nationaux populistes au travers du monde, pas seulement en Europe. Ce sont bien sûr les Trump, les Bolsonaro, mais aussi les Boris Johnson, les Matteo Salvini, les leaders d'AfD en Allemagne, etc., ou encore Marine Le Pen en France. Mais il y a une autre force politique, en tout cas un autre projet politique qui challenge l'idéologie néolibérale, et c'est la transition écologique et solidaire. Et je me réjouis que, quelque part, je suis convaincu en fait que la pandémie, enfin, comment est-ce que je dirais, avant la pandémie, on aurait pu croire que le national-populisme avait parti gagner. Bon, les élections européennes ont montré que c'était pas si simple, que certes, ils progressaient, mais pas au point d'influer de manière déterminante sur l'agenda. Par contre, ce que la pandémie a fait, c'est redonner, je pense, la main à cette autre alternative à la mondialisation néolibérale qui est l'écologie politique, qui est la transition écologique et solidaire. Et ça, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu du moment et je pense que être leader de cette transition écologique et solidaire doit être le projet fédérateur des Européens au XXIe siècle. Autrement dit, notre place au XXIe siècle ne sera pas celle de l'hégémone de la planète qui a été la nôtre au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe. Autrement dit, non, ce n'est pas normal qu'un ensemble politique qui représente à tout casser 6% de la population du monde impose sa volonté au reste du monde, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une place pour les Européens au XXIe siècle dans le monde. Et je pense que notre place doit être celle des leaders de la transition écologique et solidaire. Et c'est une place qui, non seulement se justifie parce qu'elle conditionne l'existence de nos concitoyens sur cette planète, mais en réalité, même sur le plan d'une stratégie économique vis-à-vis du reste du monde, je pense qu'elle donne à l'Union européenne des moyens de se forger une place enviable dans l'économie mondiale. Et donc, je pense ici que les intérêts peuvent se rejoindre. Voilà, je terminerai là.
Oui, merci beaucoup Philippe pour cet exposé très intéressant et très riche qui nous a offert une vision assez complète et large sur le sujet. J'ai bien apprécié votre point de vue européen sur des grandes priorités et stratégies de la Commission. Qui ont mis vraiment en perspective l'action européenne interinstitutionnelle. Hein. J'ai pas mal déjà de questions moi-même à titre privé, je veux dire. Je suis là pour à titre personnel, bien sûr. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de questions et commentaires dans le chat, donc je commencerai peut-être par ça. J'ai vu que je commencerai peut-être par Luca qui a été très actif. Donc, je vous invite, ceux qui veulent poser des questions ou faire des commentaires, s'il vous plaît, signalez-le moi dans le chat et je vais vous donner la parole par après. Et pour ceux qui prennent la parole, je vous invite de vous présenter très brièvement, s'il vous plaît. Donc, Luca. Oui, bonjour à tous. Je ne sais plus à quelle question tu faisais allusion, Teresa, parce que j'ai mis des commentaires plus ou moins intelligents. Tu pensais à quoi? Je voudrais commencer par la première, mais tu peux choisir, mais par rapport à la toute première question. Attends, j'essaie de la retrouver en fait. Voilà, donc tu as posé plusieurs commentaires ou questions, mais on peut peut-être commencer par le fait qu'il y a de la croissance, qu'on met en perspective la croissance économique et le développement durable. Oui, c'est ça. C'est une réflexion que je me fais depuis longtemps. Je donne moi-même un cours sur la communication environnementale et c'est un aspect que j'aborde pas mal avec mes étudiants. C'est un peu un catch-22. Comment est-ce qu'on peut vouloir arrêter de croître et espérer qu'il ne se passe rien? Je ne vois pas comment on peut imaginer un monde sans croissance et sans les conséquences politiques qui vont en découler. Et donc, moi j'ai très peur que si on se fait l'avocat d'une décroissance, on perde un peu de vue le fait qu'on va perdre aussi beaucoup d'emplois et que donc ça va mener à des partis extrémistes. Et il y a des choses qu'on ne veut peut-être pas avoir, hein, pour revoir. Alors, j'adore cette question. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de décroissance. J'ai dit que la croissance était l'agenda, et entendons-nous, hein, c'est la croissance des profits, était l'agenda de la mondialisation néolibérale et de ses bénéficiaires. De toute façon, il y a une première réalité, c'est qu'une croissance matérielle infinie requiert une quantité infinie d'énergie. Ça, je veux dire, on vit dans un monde physique, c'est juste pas possible autrement. Et une croissance matérielle infinie dans un monde, dans un écosystème fini comme la planète est juste une impossibilité physique. Voilà, point barre. Or, notre empreinte écologique dépasse déjà ce que la planète, les capacités régénératives de la planète. Donc, clairement, on doit réduire notre empreinte écologique. Et ça, il n'y a pas à sortir de là. Alors, pour faire simple, l'empreinte écologique, c'est évidemment de l'humanité, c'est la taille de l'humanité multipliée par l'empreinte écologique moyenne de chaque être humain. Donc, il y a deux manières de réduire notre empreinte écologique. Soit on réduit la taille de l'humanité, soit on réduit l'empreinte écologique moyenne de chaque être humain. Il n'y a pas à sortir de là. Et bien sûr, l'agenda des tenants de la mondialisation néolibérale est plutôt du premier type. Autrement dit, si on rencontre les limites biophysiques de la planète, eh bien, il faudra qu'on élimine les passagers clandestins inutiles de cette planète. Alors, ils ne vont jamais vous le dire comme ça, mais c'est exactement ça qu'ils pensent. C'est-à-dire, les ressources iront aux plus offrants, c'est-à-dire aux plus riches, et tant pis pour les autres qui crèvent. Le travail, les revenus plutôt, iront aux détenteurs du pouvoir et tant pis pour les autres qui crèvent. Et si ils doivent se faire la guerre pour s'éliminer les uns les autres, en plus de ça, c'est des opportunités de profit. J'ai rencontré des gens comme ça. J'en rencontre encore. Il ne faut pas s'imaginer que c'est un film de science-fiction. Alors, je voudrais juste démonter une assertion qui a été la vôtre, c'est si on n'a pas de croissance, si on est dans la décroissance, il y aura moins d'emplois. Ah non, on a de la croissance depuis des années
et elle ne s'accompagne pas nécessairement d'une augmentation du nombre d'heures travaillées. Parce que figurez-vous que l'automatisation des tâches et, comment est-ce que je dirais moi, le fait que des profits sont dégagés d'activités qui sont de plus en plus spéculatives, ben, ces activités ne demandent pas beaucoup de monde. Et donc, certes, c'est évident que si on a une récession de 10%, comme c'est ce qu'on va voir cette année-ci, ben ça s'accompagne de destruction d'emplois. Mais je peux vous dire que si on rattrape cette récession et qu'on retrouve le niveau d'activité économique dans un an qui était le nôtre au début de 2020, eh bien, on ne va pas récupérer tous les emplois qui auront été perdus. D'accord ? Donc, il faut à un moment regarder la question de l'emploi de manière séparée de la question de la croissance. Autrement dit, à quoi sert l'emploi ? À quoi servent les emplois rémunérés? C'est de permettre évidemment à chacune et chacun d'apporter sa contribution aux activités qui sont utiles et nécessaires aux humains pour mener une existence conforme à la dignité, et en faisant cela, d'obtenir des revenus qui leur permettent d'acquérir des biens et services qui sont nécessaires à leur existence. Et donc, ceux qui disent, en fait, si on n'a pas de croissance, on n'aura pas d'emploi, ce sont ceux qui partent du point de vue qu'il y a une sorte de loi des reins qui dit que le nombre d'heures travaillées nécessaires à satisfaire tous les besoins humains est, par hasard, le produit de la population active fois 35, 36, 38 ou 40 heures semaine, fois 48 semaines sur l'année, chaque année. Mais qui dit ça? Qui dit ça? Enfin, il n'y a absolument aucune démonstration. Si vous regardez le taux d'emploi en équivalent temps plein en Allemagne, il est de l'ordre de 68%. Autrement dit, on travaille en Allemagne 68% des heures travaillables. Ça, c'était avant la crise. En Belgique, 62%. En Italie, 55%. Moi, ça ne m'intéresse pas le taux de chômage. Ce qui m'intéresse, c'est en effet le taux d'emploi exprimé en équivalent temps plein. Et on se rend compte que, évidemment, si l'équivalent temps plein n'est plus 38 heures, mais 25 heures, ben vous êtes au plein emploi. Ah oui. Et donc, c'est là qu'on commence à se rendre compte qu'on va devoir réduire notre empreinte écologique massivement. Et donc, oui, on va devoir produire moins. Je prends l'exemple du transport aérien. Je ne me suis pas rendu populaire, ni à Toulouse quand je suis allé rencontrer des étudiants là-bas, ni plus récemment en Belgique après la faillite d'une entreprise de services aéroportuaires, en disant voilà, si on est sérieux avec la transition écologique, eh bien à Toulouse, il est en fait insensé que les 11 000 avions que Airbus a en commande soient tous produits a fortiori vol. Je ne dis pas qu'aucun doit voler, mais en fait, il va falloir qu'on vole moins et donc qu'on produise moins d'avions. Et de même, les 1500 emplois qui ont été perdus par Swissport à l'aéroport national en Belgique sont des emplois qui probablement ne devraient jamais revoir le jour. Parce que tout simplement, nous avons besoin de moins de transport aérien. Donc il y a des activités qui doivent rétrécir. Et c'est évident aussi que si vous faites des frigos qui durent 50 ans ou qui durent 40 ans, ben vous en faites beaucoup moins que si vous en faites dont la durée de vie moyenne est de 7 ans. Et donc, forcément, il faut moins de monde pour les faire. Parce que faire un frigo qui dure 50 ans, ça ne demande pas 5 fois plus de personnes et d'heures de travail qu'un frigo qui dure 10 ans. Et a priori, ce n'est pas un problème à quelques conditions. Première condition, c'est évidemment que tout le monde puisse avoir accès à sa juste part du travail. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que le travail va disparaître parce que je pense, que c'est complètement foireux. Autrement dit, il y a toute une série d'activités que ni vous ni moi ne voulons voir réalisées par des machines. On n'a pas envie d'être enseigné par des machines, on n'a pas envie d'être soigné par des machines. On aime bien que le fromage qu'on achète, il a été fabriqué par des humains et pas par des robots. Donc d'une part, comme j'allais dire consommateur ou comme usager, on a envie de travailler avec des êtres humains et je pense que la pandémie nous l'a rappelé, qu'on est des animaux sociaux. Et par ailleurs, comme être humain, on a aussi envie de contribuer, c'est-à-dire de trouver une valorisation personnelle dans le fait que ce qu'on fait apporte un plus à la société. C'est évidemment l'infirmière qui aide un patient en soins intensifs, c'est la boulangère qui fait un pain au maïs qui est délicieux, c'est l'éleveur de chèvres qui fait un fromage de chèvre tout à fait génial, c'est le professeur
dont les élèves se souviennent encore trois décennies plus tard, etc., etc. Donc, la question c'est, est-ce que nous repensons le travail comme cela et est-ce que nous l'organisons d'une manière telle que, eh bien, tout le monde puisse avoir accès au marché du travail? Évidemment, si vous repensez, si aujourd'hui on garde la définition du travail telle qu'elle est, avec un contrat à temps plein de l'ordre de 35 ou 40 heures, ben c'est évident qu'on organise le chômage de masse, c'est-à-dire qu'en fait, on organise le marché du travail de manière à donner un pouvoir exorbitant à ceux qui offrent des emplois. Et donc mettre ceux qui offrent leur travail dans une situation d'infériorité qui fait qu'on nivelle les salaires et les conditions de travail par le bas. Mais ça, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Et contrairement à ceux qui disent, bon, j'ai pas un amour immodéré pour Martine Aubry qui fait partie de ces socialistes qui n'ont toujours pas compris la transition écologique, mais en tout cas, il y a une chose pour laquelle elle avait raison, c'est que les lois Aubry, c'était dans le bon sens, ça allait dans le bon sens. Et ceux qui, comme Emmanuel Macron et toute la droite l'a décrit, se trompent d'époque. En fait, on doit aller beaucoup plus loin. Aubry, ça doit être juste un premier pas dans la direction d'une réorganisation profonde du marché du travail, ce qui déjà va affecter la distribution des revenus a priori, c'est-à-dire avant la fiscalité, de manière favorable aux travailleurs. Autrement dit, c'est évident que quand les employeurs ont un pouvoir de marché exorbitant, en fait, vous favorisez les détenteurs de capital au détriment de ceux qui vivent de leur travail. Par contre, lorsque vous créez de la tension sur le marché du travail, vous obligez une augmentation des rémunérations et une amélioration des conditions de travail, donc vous faites bouger le curseur du rapport de force en faveur des travailleurs, ce qui veut dire qu'en fait, ils vont pouvoir capter une partie plus grande, on va inverser la tendance qui a vu en fait la part du capital dans la valeur ajoutée des États augmenter au détriment de la part du travail. Et en fait, on doit inverser ce flot-là, ce qui affecte donc la répartition des revenus a priori. Et puis après ça, il va falloir inverser les réformes fiscales qui ont été faites depuis les 30 ans de la révolution néolibérale, qui ont consisté exclusivement à favoriser les détenteurs de capital au détriment des travailleurs. C'est un choix politique. Rien n'empêche, je vous rappelle quand même qu'après le New Deal aux États-Unis, enfin les réformes démarrées par Roosevelt et qui ont culminé dans les années 70 aux États-Unis, le taux marginal d'imposition sur le revenu aux États-Unis était de 95%. Hein. Aujourd'hui, quand on dit ça n'a pas la tête. Ben si, il y a moyen d'avoir une économie florissante avec un système d'imposition extrêmement progressif. C'est l'inverse de ce qu'on a fait et c'est l'inverse de ce que, de nouveau, Macron en France, qui est l'incarnation de l'ancien monde, veut continuer à faire. Mais en fait, il faut aussi reprendre de la sagesse des anciens pour rééquilibrer les choses. Mais c'est là qu'on voit que quand on commence à parler de transition écologique et solidaire, on commence à tirer sur le fil de notre empreinte écologique et puis vient avec cela l'organisation du marché du travail, vient avec cela l'organisation de la sécurité sociale, j'en ai pas parlé, se pose la question de l'allocation universelle comme un pilier ou un socle plutôt d'une sécurité sociale repensée, un socle, pas un substitut, un socle d'une sécurité sociale repensée, et puis vient la question de la fiscalité, tout ça est lié. Et donc on est bien sûr face à un changement systémique. Donc on ne peut pas juste dire on va décroître dans le système actuel. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que ça va créer des tensions pas possibles. Et je rappelle, et c'est pour ça que je ne suis pas, je n'ai jamais fait de la décroissance mon combat, parce qu'une manière d'obtenir la décroissance, c'est ce qu'on a connu avec la pandémie. On a connu une période de décroissance brutale. Une manière encore plus brutale de décroître, c'est d'éliminer brutalement une partie significative de l'humanité. Et je suis désolé, ce n'est pas mon agenda. Mon agenda, c'est la transition écologique et solidaire. Et la transition écologique et solidaire suppose, oui, que la taille de notre économie soit plus petite. Mais si on fait de la réduction de la taille de l'économie l'objectif, les méthodes qu'on peut employer pour y arriver sont des méthodes qui peuvent mener à la barbarie. Et ça, je ne le souhaite pas. Donc l'objectif, c'est bien, je le répète, pour moi, la boussole des politiques publiques doit revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres, ils sont égaux en droit et en dignité. Autrement dit, comment les détenteurs du pouvoir politique et économique organisent la société de manière à rendre possible une existence digne pour chacune et chacun sur cette planète. Et quand on prend ça comme boussole, ça entraîne beaucoup de choix assez différents de ceux qui ont été faits ces 30 dernières années. Merci.
Oui, merci beaucoup, Philippe. Je pense que ce que vous venez de dire, ça s'inscrit en grande partie aussi avec les commentaires et des questions exprimées par Bart, qui parlait aussi beaucoup de la croissance. Donc, Bart, est-ce que tu veux intervenir? Intervenir sur la croissance. Pendant cette discussion, je me rappelle intervenant avec moi et le professeur au lycée, il y a déjà 35 ans, parce que maintenant j'ai 52. Donc, avant la révélation d'Internet, qui nous donnait beaucoup d'emplois, et je lui ai demandé quelle est la raison d'être de cette croissance obsessive de 2-3% par an. Il m'a dit, c'est comme ça, il le faut. Non, c'est pas un repos, ouais, donc il me laisse là, comme ça. Et maintenant, je me rappelle ça parce que dans la discussion, M. Lambert a aussi réfléchi sur cette idée. Et surtout, on voit que cette croissance obsessive, parce que les économistes disent que qu'il faut n'est pas nécessaire. On peut être content avec ce que nous avons déjà. Nous sommes dans un niveau de vie incroyable, riche. Et maintenir ça, c'est déjà incroyable bon. Donc, peut-être il faut chercher une autre révolution, et pour moi, ce sera la révolution verte, comme la révolution d'Internet, qui a donné, quand j'étais étudiant, j'ai commencé à travailler sur l'ordinateur à la fin des études, donc au début de mes travaux, mes premiers travaux. Bon, maintenant, il y a 30 ans, et on ferait cette conférence en Zoom. Donc, il faudrait chercher quelque chose comme l'Internet qui donne ces emplois. Et pour moi, la réponse sera dans la vie durable et la vie verte. Et peut-être aussi revenir sur nos pas. Je combine quelques questions de la chaîne. Le tourisme de masse a commencé en 1980. Et il y a une semaine que le citoyen d'Amsterdam a demandé dans une pôle obligatoire au municipal avec 20 000 personnes dans quelques jours de terminer le tourisme de masse d'Amsterdam et de limiter le tourisme jusqu'aux 10 000. Parce que je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais Amsterdam était après Prague la ville le plus envahie par les touristes. Ah ouais? J'ai rien contre le tourisme, rien du tout. Ils donnent la manger, il faut changer les gens, c'est formidable. Mais c'était trop, parce que toute la ville était épuisée. Il n'y a pas de boulot au centre, il n'y a que le gouffre et du glace. Donc, la ville est, dans ce corona, j'étais à Amsterdam, dans notre lockdown intelligence de M. Rutte. Et cette lockdown intelligente a donné la chance d'aller encore dans la rue. Donc, c'était complètement différent comme en France ou en Belgique. J'habite aussi à Belgique. Et là, c'était complètement épuisé. Il n'y avait rien du tout. Et quand je me marchais dans la parc avec que des Amsterdam, parce qu'il n'y avait pas du tout de touristes, la ville est revenue. Ce n'est pas dire pour nos villes, ce n'est pas pour les autres, non, pas du tout. Mais on peut marcher sur la rue aveugle, parce que aussi la rue, le canal, j'ai vu complètement beaucoup de détails qui n'étaient pas là dans cette période de surpopulation de cette ville. Donc, revenir sur nos pas, peut-être aller aux années 77, avant le tourisme de masse, taxer. Premièrement, je ne comprends pas encore pourquoi l'Union européenne n'a pas encore taxé le kérosine. Il n'y a pas de TVA sur le kérosine. Je ne le comprends pas. Et on donne 3,1 milliards au KLM. 3,1 milliards. Oui. 3,1 milliards. Et ils recommencent à donner des milliards pour 20 €, 30 €. C'est bizarre. Oui. Il faut terminer ça radicalement. On va laisser peut-être M. Lambert répondre.
Oui, donc juste trois trucs. Un, sur la question de la croissance, parce que c'est comme ça, oui, c'est comme ça, sauf que tout le système est construit sur ça. Et donc, on doit avoir de la croissance parce que le système est fait comme ça. Oui, mais le système, il peut être fait autrement. Juste un point quand même, c'est si vous avez le lien entre le revenu par habitant et, on va dire, le bonheur défini avec une série de critères, il y a une corrélation. Au début, il y a une corrélation entre le revenu et le bien-être. Et c'est une corrélation à peu près linéaire. Et il y a une dizaine d'années, c'était une corrélation qui fonctionnait de 0 à 15 000 $ de revenus annuels, en moyenne sur la planète. Mais au-delà de 15 000 $ de revenus annuels, il n'y a plus de lien. Autrement dit, vous avez une courbe, si je peux faire le dessin, je vais essayer de le faire dans votre sens. Donc, au début, c'est une droite qui augmente. Donc, vous avez le bien-être qui augmente avec le revenu, et puis c'est une droite horizontale. Ça ne bouge plus. Donc, pour les gens qui ont très peu de revenus, eh bien, avoir du revenu supplémentaire, c'est important pour acquérir les conditions de bien-être. Mais au-delà, et c'est ce que vous disiez, en fait, implicitement, vous dites, ouais, mais on vit dans une situation, dans une société extraordinairement opulente. Oui, c'est ça. Et en effet, il y a toute une partie de cela qui est excédentaire. Et si on veut que tous les humains aient accès à une existence décente, c'est clair que ceux qui ont une empreinte écologique exagérée, parce qu'ils ont des revenus exagérés et donc une consommation exagérée, vont devoir réduire. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est pas populaire. Ça, comme homme politique, je peux vous dire, ça ne sont pas des idées populaires. Donc, il faut avoir la pédagogie d'expliquer que, voilà, on est face à des impossibilités physiques et que le choix à un moment, c'est de dire ou bien on élimine des humains, ou bien on se modère. Et je pense quand même que la majorité de nos concitoyens n'ont pas envie d'une élimination massive d'humains, restent quand même solidaires. Je pense que dans ces triples êtres humains, ils souffrent quand ils voient un autre être humain souffrir. Et donc je parie encore là-dessus. Sur la question du tourisme, Barcelone avait compris avant Amsterdam que c'est devenu un tourisme intolérable et qu'il va falloir retrouver de l'équilibre. Mais en effet, le tourisme de masse à bon marché est vécu souvent comme la plus récente des grandes conquêtes sociales. Et je fais le lien avec la question que vous posez, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas que le kérosène? Parce que jusqu'aux élections de 2019, c'était un tabou. Et pourquoi c'est un tabou? Bien sûr, parce que l'industrie de l'aviation résiste massivement, mais nouveau, ce n'est pas parce qu'elle résiste que les politiques doivent faire ce qu'elles demandent. Mais moi, je me rappelle d'avoir mené plusieurs fois le débat publiquement en faveur de la taxation du kérosène. Et en fait, quelqu'un a mentionné qu'on peut aller à Prague pour 25 €. C'est un non-sens. Je veux dire, c'est un non-sens qu'on puisse faire un retour, un city trip en Europe pour quelques dizaines d'euros, alors que le faire en train, ce qui écologiquement est beaucoup moins impactant, coûte des centaines d'euros souvent. Donc, il y a quelque chose de complètement anormal et il faudrait inverser les choses. Et ça, c'est la fiscalité. Eh bien, souvent, nous nous sommes heurtés, en particulier aux socialistes, qui ne voulaient pas, qui trouvaient que si on faisait ça, alors, de nouveau, ça serait que les riches qui pourraient voyager en avion et pas les ouvriers et pas les gens aux petits revenus. Et donc, il fallait s'opposer à la taxation du kérosène. La bonne nouvelle, c'est que pendant le débat des élections européennes de 2019, je pense que le vent a tourné. Et je pense que si une proposition de taxation du kérosène est mise sur la table au niveau européen, et je pense qu'elle le sera, il y aura une majorité pour l'adopter. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais en effet, c'est une évidence, mais qui n'est pas si évidente pour beaucoup de monde, de nouveau, parce que trop de responsables politiques veulent caresser le citoyen dans le sens du poil. Et donc ne veulent pas prendre de risques politiques, de prendre une campagne contre eux. Moi, je dis toujours, vous savez, en politique, vous ne devez pas plaire à 100% de la population. Vous devez avoir un projet, et il y a des gens qui seront d'accord avec ce projet, et puis des gens qui seront contre, et puis voilà, ça c'est la démocratie. Oui, merci beaucoup. Donc, je vois qu'on a pas mal de demandes d'intervention. Je vais essayer de faire par autre des demandes. Donc, j'ai vu qu'il y avait Claudia qui a fait un commentaire sur comment vivre différemment. Claudia.
Alors, oui, je suis là. Très bien. Oui, il me semble qu'on nous a parlé des institutions européennes, mais c'est vrai que nous, les individus, on peut faire quelque chose parce que parfois on se dit, bon, je suis pas le maire de la ville, je suis pas le gouverneur, je suis pas le président, qu'est-ce que je peux faire? Et il me semble qu'il doit avoir, de la même manière qu'il y a une démarche top-down, il doit avoir une démarche aussi bottom-up. Et en tant qu'individu, on peut commencer déjà à se poser des questions de comment je peux vivre autrement et peut-être essayer de vivre de plus en plus avec moins de besoins. Et quand on a des besoins, essayer est-ce que je peux le produire ou pas, ou je dépends des autres. Donc, il me semble que ça, c'est important, mais il me semble que partie du problème aussi, c'est qu'est-ce qu'on appelle bien-être et bonheur. Parce que pour la plupart de la population, je le disais, c'est avoir un téléphone avec 1000 fonctions, mais ils utilisent que 10. Mais ils pensent que ça, c'est un bonheur. Du coup, il me semble que c'est important pour l'éducation de transmettre, d'aller chez tous ces gens qui pensent que le bonheur est un téléphone portable, essayer de dire, c'est un besoin, est-ce que vraiment ça va apporter du bien-être? Donc, je pense qu'il y a une bonne partie de la sensibilisation qu'on nécessite et que c'est important, que c'est l'éducation aussi, parce que il faut montrer à ces gens que c'est pas parce qu'ils vont en Amsterdam qu'ils vont être plus heureux, quoi. Ouais. Mais je pense que ça fait partie aussi d'une sensibilisation, de comment produire ses propres besoins, ses propres produits, on va dire aussi. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. D'abord sur le fait que c'est le top-down et le bottom-up, il faut les deux. Donc moi je ne crois pas qu'on change la société que par décret. Mais comme Jean-Luc le disait dans son introduction, les initiatives citoyennes, elles se heurtent assez vite aux limites qui sont placées par les institutions. Je veux dire, notre système fiscal, c'est pas les citoyens qui l'ont créé. Il a été créé dans les institutions démocratiques. Et donc, pour le changer, il faut le changer dans les institutions démocratiques. Le plan d'occupation des sols de la communauté de communes du Clunisois, c'est pas les citoyens qui l'ont créé eux-mêmes. Donc, des associations citoyennes qui seraient actives dans le Clunisois, vont se heurter au plan d'occupation des sols. Et alors, si on veut le faire changer, il faut le travail institutionnel. Mais il faut les deux. Pour moi, il faut les deux parce que personne n'a le monopole de l'intelligence, en fait. On est face à un défi colossal parce que tout ce qu'on dit ici est censé, mais enfin, c'est plus vite dit que fait, quoi. Hein. Un changement de civilisation, c'est pas un truc où on se met à 2-3 autour d'une table et on fait le plan et puis on déroule le plan. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est en fait le produit d'une société. Et donc, on doit travailler dans un mode d'intelligence collective. Et là, le bottom-up et le top-down sont absolument complémentaires et nécessaires l'un à l'autre. Donc, pour moi, ça appelle aussi, je ne l'avais pas encore évoqué tout à l'heure, je vous dis, quand on commence à tirer sur la pelote, tout vient. C'est la question du fonctionnement démocratique. Autrement dit, aujourd'hui, le fonctionnement démocratique est un fonctionnement top-down. Et les citoyens sont appelés à choisir leur décideur tous les 4-5 ans, comme si en fait les décideurs avaient l'intelligence et la seule intelligence qu'on demande aux administrés, c'est de choisir les décideurs. Sauf que personne n'a toute l'intelligence. Et il n'y a pas plus d'intelligence dans les cercles, dans les institutions démocratiques qu'il n'y en a en dehors. Autrement dit, est-ce qu'on peut transformer nos institutions démocratiques pour qu'elles deviennent des véhicules de production d'intelligence collective? Et ça, c'est toute la question de la démocratie participative. Et là, de nouveau, c'est le genre de choses qui se vit évidemment plus facilement dans des collectivités territoriales de taille plus réduite. Et donc, c'est là qu'il faut expérimenter le changement. Maintenant, sur la question des comportements, c'est compliqué parce que, c'est compliqué, tout est compliqué, mais on enseigne quand même, et c'est de nouveau l'homo economicus, c'est la doctrine dominante, qui est une doctrine de compétition. Moi, je dois être plus que toi. Donc, je dois avoir plus de diplômes, je dois avoir un plus beau téléphone, je dois avoir une plus belle voiture. Moi, je dois avoir visité toutes les capitales de l'Europe et toi pas. Enfin, moi, je pense à des livres que vous voyez dans les librairies, les 1000 endroits qu'il faut avoir vus sur la planète, les 1000 randonnées qu'il faut avoir faites. C'est en fait une logique toujours de compétition. Si la vie est comme ça, alors forcément, la croissance est inévitable et ça va faire des dégâts, enfin, ça fait déjà des dégâts colossaux. Mais donc, ça veut dire qu'au niveau de l'éducation,
ça commence là, c'est est-ce que je dois avoir plus que toi? Et déjà, l'être humain, il a une fibre comme ça aussi, on ne peut pas nier, mais qu'est-ce qu'on enseigne à l'école? Il y a des systèmes éducatifs qui sont plus coopératifs que d'autres. Il y en a qui prônent la compétition à tout crin, et on va faire un classement. La sortie, la fin de l'année, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième et puis dernier. D'accord? Ça déjà, ça induit une manière de fonctionner. Et donc, vous ne pouvez pas séparer la transition écologique et solidaire de la question de l'éducation. C'est complètement lié. Et c'est là que je dis, alors, parfois les citoyens me disent, oh là là là, c'est tellement compliqué, par où on commence? En fait, on doit commencer par tous les endroits à la fois. C'est pas comme si c'était un travail séquentiel, un changement de civilisation, c'est un processus massivement parallèle, avec des essais, des erreurs, des interactions qu'on ne mesure pas toujours. Mais il faut commencer partout, dans le système de santé, dans le système d'éducation, dans le système économique, dans le système politique, etc. Mais c'est sûr qu'aussi longtemps qu'on est, on est dans une logique du toujours plus, on est foutu. On est foutu. Et en effet, on peut avoir un téléphone portable qui est le même pendant des années et des années. Et en effet, quand on me demande qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone portable? Ah ben, écoute, j'envoie des textos, je téléphone. Maintenant, je consulte mes mails, c'est vrai. J'utilise ça comme GPS maintenant et j'ai une application pour reconnaître le chant des oiseaux. C'est tout. Je veux dire, je dois pas regarder Game of Thrones dessus, je dois pas... oui, je peux envoyer une photo de temps en temps, mais bon, ça a SMS amélioré, quoi. Bref, voilà. Oui, merci beaucoup. Je vois qu'on a pas mal d'autres questions. Il y a Nuno, Emmanuel et Alexandre qui souhaitent intervenir. Donc, je demanderai à Nuno, s'il te plaît, qui voudrait poser une question par rapport à politique de défense et architecture interinstitutionnelle. Oui, bonjour, je suis Nuno, j'ai fait partie de l'année 2008 de CLUNY et je suis consultant sur des projets politiques européennes. La question, enfin, ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est comment on peut, dans l'architecture actuelle de l'Union européenne, où on ne vote que pour les parlementaires, et où le pouvoir est de facto à Francfort et surtout là, dans la BCE, où les commissaires sont désignés de façon indirecte par nous en tant que citoyens, etc. Comment dans cette architecture, on peut avoir une main sur le changement dont on parle? Comment, quand c'est des États que dans les conseils peuvent poser des limites à ça? Je parle notamment de deux questions. Une, c'est par exemple comment c'est possible qu'on puisse considérer, parce que la France le veut, que l'énergie nucléaire est verte, ou comment on peut avoir insisté dans une politique européenne de défense, que c'est de facto une politique militaire, enfin c'est l'industrie militaire qui est plus polluante que l'industrie du textile. Et en même temps, avoir le discours, on est tous verts. Donc, comment dans cette architecture qu'on a actuellement, on peut faire quelque chose? Merci. Mais, première chose, bien sûr, vous votez pour le Parlement européen et donc un premier levier que le citoyen a, c'est bien sûr d'aller voter. Je rappelle que aussi une des leçons des scrutins récents, alors pas le scrutin européen qui a vu une augmentation de la participation, mais c'est que beaucoup de citoyens ne prennent plus le temps d'aller voter. Alors je viens d'un pays où le vote est obligatoire et pour moi, ça devrait être généralisé. Autrement dit, bien sûr, il y a plein de choses où les citoyens doivent rester libres, mais si vous faites partie d'une société, il y a deux obligations, c'est payer vos impôts et voter. Pas de représentation sans taxation et vice-versa, c'est les deux. Donc ça, c'est la condition de faire partie d'une société. Mais je ne suis pas d'accord avec vous pour dire le Parlement est le seul élu. Non, le Conseil est élu aussi. Je rappelle quand même que les gouvernements des États membres résultent des élections nationales. Et que si nous avons des gouvernements qui en France défendent le nucléaire ou en Allemagne défendent le charbon, quoi qu'on en dise, c'est parce qu'ils ont été élus dans leur pays. Voilà, c'est qu'il s'est trouvé une majorité de citoyens pour considérer que finalement, oui, pour moi, voter pour des gens qui défendent le nucléaire, c'est très bien. Voter pour des gens qui défendent le charbon, c'est très bien.
Voilà. Donc, moi, je ne peux pas nier ça. Alors, est-ce que ça me réjouit? Non, bien sûr. Je préférerais que ce soit une chancelière écologiste et une présidente écologiste en France. Mais bon, voilà, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça, c'est le résultat du choix des citoyens. Hein. Je veux dire, personne n'a obligé les citoyens de voter Macron ou Merkel. Hein. Personne, personne. Ils votent pour qui ils veulent. On va dire, oui, mais les médias, enfin, il n'est pas interdit de s'informer aussi comme citoyen. Donc, les représentants, enfin, les membres du Conseil européen sont des gens qui aussi sont comptables de leurs actes devant leurs citoyens. Donc, ça, c'est la première forme d'influence. Mais je voudrais revenir au Green Deal européen parce que c'est intéressant de voir que alors, qu'est-ce qui a fait changer, qu'est-ce qui fait évoluer le débat? Est-ce que c'est le GIEC, est-ce que c'est la science, ou est-ce que c'est le fait que l'aspiration à une transition écologique augmente dans la société? Quand, semaine après semaine, des centaines de milliers de jeunes descendent dans les rues pour manifester, quand à des élections comme celles qu'on a connues en France, dans les grandes villes, la transition écologique est plébiscitée et est victorieuse, un type qui est aussi productiviste qu'Emmanuel Macron se dit merde, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'ai l'air vert, au moins que j'ai l'air. Et donc cette pression-là, elle joue. Donc la pression électorale joue, la pression des manifestations, des démonstrations joue, et par ailleurs, ce qui joue aussi, ce sont les choix de consommation. Moi, je dis toujours aux citoyens, vous votez, nous votons tous les 4-5 ans pour les élections nationales ou européennes. Vous votez tous les jours avec vos sous, avec la manière dont vous dépensez, et vous choisissez de voter plutôt pour ce système-ci ou plutôt pour ce système-là. Ça aussi, ce sont des choix. On peut décider que acheter des fruits et légumes produits dans les territoires occupés, j'en parle parce qu'Israël va peut-être annexer une partie significative des territoires occupés dans les jours qui viennent, c'est quelque chose que je ne fais pas, point barre. Ils peuvent aller se faire foutre. Alors bien sûr, je voudrais que mes députés interdisent la commercialisation de biens qui ont été produits, enfin de biens de consommation alimentaire qui ont été produits en dépit contre le droit international. Mais voilà, donc ça c'est une autre manière d'influencer les décideurs politiques. Et je peux vous dire que les manifestations massives qui ont été menées contre le TTIP et le CETA, donc les deux traités commerciaux, ont fait que, au lieu que le TTIP n'a jamais été conclu, et le CETA, au lieu de passer à 80% au Parlement européen, il est passé à 2/3. Vous allez dire, ouais, mais enfin, il est toujours passé. Oui, d'accord. Mais je pense que si la pression populaire aurait été encore plus forte, je pense qu'un certain nombre d'États membres auraient dit, nous, on ne ratifie pas. Voilà. Et donc, la pression citoyenne, elle s'exerce bien sûr dans l'isoloir, mais elle s'exerce tout au long du mandat par diverses manières sur les décideurs politiques. Merci Philippe. Je vois qu'on a au moins encore 2 questions à poser, donc et on s'approche de notre temps destiné à cette discussion. Donc, je me demanderai à Emmanuel qui souhaite intervenir sur la question d'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher Philippe Lambert, ravi de vous revoir. Bonjour. Nous nous étions vus en 2011 et ravi de voir aussi ce que j'avais vu et ce que je ne connais pas encore. Concernant la transition écologique et solidaire, comme vous le dites, quand on déroule la pelote, ça touche à un tas de choses, notamment si on veut faire advenir un contre-modèle aux grands groupes et aux grands acteurs privés, renforcer la place de l'économie non lucrative. Exactement, ouais. Et je me souviens d'un rapport du lobby. Alors là, pour le coup, un lobby positif pour la solidarité, dans une note de, je ne sais plus, 2015 ou 2017, qui disait que le statut des coopératives restait encore à renforcer à l'échelle européenne. Est-ce que vous savez où ça en est, dans la mesure où, même si on a quelques
on va dire, grands acteurs. Je pense à la coopérative de Mondragon en Espagne et à son écosystème. Mais on n'a pas trop peu de grands acteurs capables d'incarner et de promouvoir, même si on a des acteurs à l'échelle nationale, d'autres acteurs comme ceux-là, qui peuvent être salutaires pour notre économie. Merci. Alors, je suis d'accord avec vous, mais j'avoue que je ne suis pas familier avec les enjeux législatifs liés à la promotion de l'économie sociale et solidaire, mais c'est évident, et vous avez cité Mondragon, c'est un très bon exemple, puisque c'est une entreprise quand même déjà de taille plus importante. Le modèle non lucratif, le modèle dont l'objectif n'est pas la rémunération des actionnaires, est un modèle qui doit avoir évidemment toute sa place dans l'économie. Donc moi je pense aussi que l'économie sera d'autant plus résiliente qu'elle sera diversifiée. Maintenant, est-ce qu'il faut des multinationales qui soient coopératives? Qu'il y a comme une contradiction dans les termes, parce que le contrôle démocratique exige aussi une certaine proximité. Donc, je ne dis pas que ça doit rester des toutes petites entreprises. Mondragon est un bon exemple d'une entreprise de taille moyenne qui est construite sur le modèle coopératif. Et je vous rappelle qu'il y a des tonnes de banques coopératives qui existent en Europe. On en a détruit beaucoup. On a remplacé beaucoup de banques coopératives par par absorption dans des banques commerciales, mais ça n'est pas une fatalité. Mais j'avoue que je ne peux pas vous dire quels sont les leviers législatifs qu'on doit actionner pour que l'économie sociale et solidaire puisse trouver toute sa place dans l'écosystème économique qu'elle note. Désolé. Oui, merci beaucoup Philippe. Je passerai donc la parole à Alexandre qui aurait une question concernant les changements au niveau local pour l'environnement. Oui, est-ce que vous m'entendez? J'avais des problèmes de micro tout à l'heure. Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous, je suis très content d'être là. Je m'appelle Alexandre, je suis français et j'avais participé à CLUNY en 2012 où M. Lambert était présent aussi, était intervenu et fidèle à ses convictions avait déjà évoqué le droit de vote obligatoire. Voilà. Oui, ma question, moi, elle est en fait, entre-temps, elle a été un peu abordée. C'était surtout une remarque, effectivement, comme on parle d'un changement systémique qui doit être engagé, effectivement, il faut qu'il se fasse à tous les niveaux et j'ai l'impression qu'au niveau des États, ça va être plus compliqué. Les États n'étant peut-être pas prêts à une telle remise en cause. En revanche, je pensais qu'au niveau local, il y avait un potentiel peut-être plus important et le corona, j'ai l'impression, en tout cas pour l'instant, laisse entrevoir aux gens la possibilité d'un changement, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et effectivement, les municipales en France, avec les grandes villes qui sont passées avec des maires verts ou en tout cas qui ont un intérêt pour l'écologie, ça c'est très intéressant. Et je me demande si là justement il n'y a pas au niveau des villes ou même locales des choses à faire, comme je voyais par exemple parce que j'habite en Allemagne, il y a des villes qui ont interdit les véhicules au diesel comme Francfort, etc. Donc voilà, est-ce que au niveau local, c'est pas là vraiment qu'il faut qu'on commence à faire des choses? Absolument, absolument. Et donc, je répète, quand on est face à un changement systémique, c'est pas pour moi le produit de 4 ou 5 bons esprits qui se mettent autour d'une table et qui dessinent le plan de la société idéale. En général, ça termine en désastre, voire en barbarie. Ça doit être le produit de la société. Et donc, je vous parlais d'intelligence collective. Je pense en effet qu'on va travailler par essai-erreur, on va expérimenter les choses. Certaines seront couronnées de succès, certaines pas. Certaines vont réussir à certains endroits et pas à d'autres parce que le terrain local est différent, et pas seulement géographiquement, tout simplement culturellement aussi. Et donc, je pense en effet que ça doit passer par là.
Mais ça suppose un système démocratique qui est de nature fédérale. Et vous vivez en Allemagne, donc vous le savez. Ou bien on a une conception des institutions démocratiques qui est une conception jacobine hyper centralisée, où il y a le chef, et j'oppose souvent le système politique français au système politique allemand, qui sont aux antipodes l'un de l'autre, puisque en France, tout procède d'un homme, c'est rarement une femme, ça n'a jamais été une femme, le président de la République, tout procède de l'autorité du président de la République, et c'est bien pour ça que, quelque part, la France est restée une monarchie avec un système de contrôle extrêmement étroit, malgré des lois de décentralisation sur toutes les collectivités territoriales, et à contrario, en Allemagne, le gouvernement fédéral ne peut pas décider de tout. Il y a des choses qui sont des prérogatives exclusives des régions, voire des municipalités. Il y a des choses qui sont de compétences partagées, mais c'est un système où personne ne tient tous les leviers et donc où des choses peuvent s'expérimenter. Et donc, je reste absolument persuadé que si on veut des démocraties qui sont capables d'être des véhicules d'intelligence collective, le modèle fédéral est un modèle plus porteur que le modèle centralisé jacobin qui en fait présume qu'une personne détient toute l'intelligence et que les autres n'ont qu'à exécuter. On le voit bien d'ailleurs dans la manière dont le confinement a été organisé en Allemagne versus la France, avec des résultats très différents entre les deux pays. Et donc, oui, vous avez raison, et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que moi je soutiens à fond l'initiative de Jean-Luc et de Cluny de mettre en place cette formation destinée justement à des acteurs des collectivités territoriales pour favoriser en fait l'innovation et la créativité au niveau territorial, parce qu'on va en avoir besoin. On va en avoir besoin et on le découvre et on le redécouvre avec la pandémie. Eh bien, ce que nous faisons comme société doit s'enraciner dans les capacités que nous avons, les capacités de notre écosystème, les capacités des personnes, les capacités des infrastructures que nous avons, et comment est-ce qu'on fait évoluer ces capacités pour faire évoluer notre réponse et au défi de notre temps et notre capacité à produire du bien-être pour nos concitoyens. Voilà, donc oui, le niveau des collectivités territoriales est crucial, et je dirais de plus en plus crucial, parce que, je le répète, même si vous me mettiez maître du monde, j'ai une idée assez claire de ce que la boussole doit être. Ça ne veut pas dire pour autant que je sais construire le navire, et j'ai pas le GPS pour arriver à destination. Donc non, moi j'ai pas l'intelligence absolue et personne ne l'a. Donc on va devoir tous trouver des systèmes pour pouvoir tous contribuer à trouver les solutions dont on a besoin. Et plutôt vite, parce que le temps presse, quoi. Oui, merci beaucoup. J'arrivais pas à trouver mon micro. Je pense qu'on a quand même le temps encore pour quelques petites questions. Je vois que Mélisse voudrait intervenir sur la notion de sobriété à l'échelle européenne. Mélisse. Oui, bonjour à tout le monde. Merci Teresa de m'avoir donné la parole. Bonjour Monsieur Lambert. C'est Mélisse Arras. Bonjour. Je suis docteur, j'ai fait une thèse en droit de l'environnement et aujourd'hui je fais mes recherches postdoctorales en droit des énergies renouvelables. Donc je suis directement intéressée par ce thème, par toutes ces thématiques. Et donc comme on a parlé de la transition, on parle d'ailleurs de la transition écologique, j'aimerais revenir à la transition énergétique pour peut-être apporter une critique à cette notion. Et il existe également une approche un peu critique d'ailleurs sur cette notion de transition énergétique qui considère qu'il n'existe pas véritablement une transition énergétique parce qu'on ne choisit jamais une technologie, on ne privilégie jamais, on ne fait pas un choix, on additionne les technologies l'une sur l'autre et donc on n'a jamais eu une transition énergétique. Véritablement, c'est plus, voilà, ce sont des chercheurs qui travaillent sur la notion de l'anthropocène, apportent en tout cas cette critique. Et donc, je suis un peu, on peut dire, d'accord avec cette idée. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur cette question de sobriété
qui consiste à diminuer la production et les consommations. Donc, si je résume très brièvement. Donc, d'après vous, ça ne serait pas peut-être d'accentuer, en tout cas, ça ne serait pas bien d'accentuer cette notion de sobriété à l'échelle européenne, c'est-à-dire faire un standard juridique, adopter en tout cas une approche qui sera fondée plus sur cette notion de sobriété. Donc, du coup, c'est aussi pour la transition écologique parce que… Ok. Alors, juste deux remarques sur ce que vous avez dit d'emblée. Il n'y a pas de transition énergétique. Historiquement, ce n'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, on est passé à un moment de l'énergie humaine comme principale énergie à la machine à vapeur. Je veux dire, donc à la domestication du feu, si vous voulez. Ça, c'est une véritable transition énergétique. Je dirais même que c'est une révolution énergétique qui s'est passée à ce moment-là. Et donc, oui, historiquement, on a vu des transitions de ce type qui ont évidemment multiplié la production énergétique de manière considérable. C'est vrai que les modèles énergétiques s'additionnent. Néanmoins, il y a aussi, et c'est le deuxième bémol que je veux apporter, il y a aussi des choix structurants qui sont faits par des États. Je veux dire, le programme électronucléaire français est un bon exemple de choix stratégiques réalisés au niveau d'un État et ensuite déployés sur 3 décennies, ce qui a fait de la France pas une monoculture, mais une quasi-monoculture en termes de production électrique, puisque les 3/4 de la production électrique sont d'origine nucléaire, un quart restant de l'addition des autres modes de production d'électricité, donc l'hydroélectrique, mais aussi encore un peu le charbon et les énergies fossiles. Donc voilà, ce sont des choix qui sont structurants, mais par contre, je sens bien derrière votre question, la question fondamentale de dire, ouais, mais enfin, tant qu'on continue à dire, de toute manière, la demande énergétique va continuer à faire comme ceci, et la seule question, c'est comment est-ce qu'on satisfait cette demande, alors vous avez raison, on se fout du monde. Si on dit simplement, on accepte comme a priori que la consommation énergétique va augmenter perpétuellement, exponentiellement, et simplement on va mettre des éoliennes plutôt que de mettre des centrales à charbon, ça n'est pas une transition énergétique. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas une transition énergétique. C'est juste dire, OK, on trouve une autre manière de continuer à nourrir une bête dont l'appétit est insatiable. Alors que la sobriété, c'est justement, est-ce qu'on peut à un moment dire on a assez? Là, je suis d'accord avec vous. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? Mais en réalité, d'une certaine manière, si on applique le principe de plafonnement des émissions de CO2 en Europe, on oblige une forme de sobriété parce qu'il n'y a pas à sortir de là. Pour l'instant, le problème, c'est qu'on n'a jamais mis un plafond sérieux. Donc, tout le système cap and trade qu'on a en Europe, c'est une fumisterie. Parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment limité les émissions de CO2. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que les émissions de l'Union européenne n'ont jamais cessé d'augmenter, en particulier si on tient en compte la consommation importée. Autrement dit, les émissions de CO2 en Chine et ailleurs, qui sont en fait destinées à satisfaire, pas les besoins, mais les désirs des Européens. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc mettre des plafonds durs qu'on ne peut pas dépasser et qui incluent non seulement les émissions de CO2 locales, mais les émissions de CO2 qui ont été délocalisées. Et ça, c'est la question de la taxation éventuelle aux frontières. Comment est-ce qu'en fait on met un couvercle sur la casserole et comment est-ce qu'on abaisse ce couvercle d'année en année? Ça oblige la sobriété énergétique. Mais c'est bien parce que ça oblige qu'on ne l'a pas jusque maintenant. Qu'il n'y avait pas de volonté politique majoritaire pour réellement mettre le système de consommation énergétique sous pression et se dire, bon, ben, on va avoir un budget énergétique qu'on ne pourra pas dépasser. Et en fait, c'est là-dessus, j'ai envie de dire qu'on doit devenir aussi teigneux que les intégristes de la discipline budgétaire financière pour les États. Je veux dire, là où on doit interdire les déficits, là où on doit interdire l'endettement et obliger la réduction de l'endettement, c'est dans notre mode de consommation énergétique. Mais dès l'instant où vous faites ça, se pose la question de la justice. Parce qu'évidemment, si on opère dans le cadre d'une enveloppe fermée et d'une enveloppe dont la taille se réduit chaque année, la question de la distribution devient absolument cruciale. Absolument cruciale.
Et c'est ça, on revient alors à la raison de l'obsession de la croissance. Pourquoi est-ce que l'immense majorité de la classe politique reste aujourd'hui addicte à la croissance? C'est que ça évite de poser des questions gênantes. Si je suis un adepte de la croissance, je peux en fait, s'il y a de la croissance, promettre plus à tout le monde. Seulement, au 1%, ça sera beaucoup plus chaque année, et aux ceux qui sont en bas de l'échelle, ça sera une miette en plus chaque année. Mais chacun pourra avoir l'illusion que demain, il aura plus. Dès l'instant où on travaille dans une enveloppe fermée, et la nature nous impose une enveloppe fermée, ben, la question de la distribution devient cruciale. Si je veux que Claire ait plus, ben Jacques devra avoir moins, parce qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Et donc, on revient à ce qui est un des enjeux cruciaux du débat fiscal, c'est la question de la distribution. C'est comment est-ce qu'on assure une distribution, pas seulement financière, mais une distribution énergétique qui assure à chacune et à chacun la possibilité de mener une existence conforme à la dignité. Fondamentalement, c'est ça la question. Et c'est le débat politique fondamental. Mais ce sont des questions extrêmement difficiles à aborder politiquement parce qu'on vit dans des temps politiques où le modèle dominant a été la séduction. Et donc, ça n'a pas été du tout l'éthique de la responsabilité, ça a été dit, enfin, on est dans un régime politique, même en démocratie, qui est un régime largement clientéliste. Je fais des promesses à un électorat que je vais essayer de satisfaire et en échange, cet électorat va m'élire. Alors que le rôle du politique est de parler des vrais enjeux de société, y compris des choix très difficiles à faire. Et je pense que certains sont plus capables de faire ça que d'autres. Et voilà, c'est ça. Réhabiliter la politique, je pense que ça passera par là. Et moi, ma conviction, c'est qu'une majorité de nos concitoyens, c'est ce qu'ils attendent en fait. Ils en ont marre qu'on les prenne pour des imbéciles. Ils préfèrent à la limite avoir quelqu'un qui leur parle vrai en disant voilà, on a un budget carbone, un budget énergétique limité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et les autres vous disent que the sky is the limit, mais en fait, c'est pas vrai. Et dans le fond de votre estomac, vous le savez que c'est pas vrai. Ça vous fait pas plaisir de le savoir, mais vous le savez. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que collectivement... Philippe, on est en train de vous perdre. C'est pas, et de nouveau, avec ça, c'est qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Philippe, on a perdu les deux dernières phrases de votre discours. Bon, je regarde, non, mon téléphone fonctionne toujours. Vous m'entendez si Oui, si vous pouvez juste répéter les deux, trois dernières phrases. Ce que je veux dire, c'est que on doit revenir à un débat politique, à une conversation politique qui parle vrai et qui parle des enjeux de société, y compris des décisions difficiles à prendre, mais je suis convaincu qu'une partie et ils veulent aussi que comme politique, et exemple du système allemand, c'est que si vous regardez comment Angela Merkel a parlé dans le cadre de la pandémie au peuple allemand et comment Emmanuel Macron a parlé aux Français, eh bien, Emmanuel Macron parlait comme un père s'adresse à leurs enfants. Il les grondait, il les cajolait, il leur donnait à espérer, mais c'est moi qui vous dis à vous ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et Angela Merkel était une adulte qui parlait à des adultes en disant, bon, ben, on est face à un défi qu'on n'avait pas attendu, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? C'est pas qu'est-ce que je vous dis de faire, c'est qu'allons-nous faire? Et ça montre le paradigme complètement différent. Est-ce qu'on est dans un paradigme où nous faisons société et nous essayons de trouver des sociétés, ou est-ce qu'on est dans un paradigme où je détiens le pouvoir et je vous dis ce qu'il faut faire et pas faire? Et je veux dire, la transition écologique et solidaire, ça suppose de passer du paradigme de l'autoritarisme au paradigme, je répète, de l'intelligence collective. Merci. On a encore le temps pour une toute dernière question et c'est pour Monica. Monica, si tu peux aussi allumer ton vidéo, ça serait super. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est Monica, si j'ai bien compris, il faut se présenter très brièvement. Donc, Monica Radou, je travaille actuellement à la Maison de l'Europe de Paris et j'ai eu l'occasion d'être à Cluny
2014 de mémoire. Il me semble que j'ai eu l'occasion de vous croiser aussi à d'autres moments, Monsieur Philippe Lamberts, et je travaille entre autres sur une thèse de doctorat sur l'influence de l'Union européenne en Amérique latine, sur tout ce qui est question écologique. Et donc, tout ce que vous venez de dire, c'est très intéressant. Et votre conclusion, elle me faisait m'interroger aussi. De quelle façon on peut justement, dans ce monde quelque part multilatéraliste et global, pour avoir une influence positive du côté de l'Union européenne avec le défi justement écologique et New Green Deal, pour pouvoir prendre en compte aussi le niveau local, dans tout ce qui est projets environnementaux. J'ai vu l'initiative du comité de région, par exemple, Green Deal Going Local, qui me paraît, pour le niveau européen en tout cas, un projet très intéressant, puisque le but, c'est de prendre en compte aussi au niveau régional, au niveau des villes, au niveau des collectivités territoriales, les points de vue, en fait, à l'infraniveau. Et je me dis que c'est peut-être aussi le moment de se poser les bonnes questions, parce qu'avec l'Amérique latine, on a essayé pour très longtemps négocier des accords plutôt économiques et commerciaux. Ouais. Bon, qui n'ont pas spécialement marché non plus, et on a vu avec Mercosur, etc. Aujourd'hui, peut-être que c'est le moment de faire différemment. Et est-ce que vous avez des échos par rapport à justement les dernières nouvelles, aussi aux députés européens? Je sais que certains ils travaillent aussi sur ces questions-là. Et comment on peut prendre en compte, moi, contrairement à ce que j'entends dire, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui que c'est notre défi majeur de notre monde, l'écologie, qu'on ne peut pas s'en passer, que les jeunes ils en demandent. Par contre, associer la société civile et faire de ça une démocratie participative, il me semble aujourd'hui nécessaire. Non, tout à fait d'accord avec ça. Ça rejoint ce que je disais plus tôt sur le fait d'avoir des démarches bottom-up et pas seulement top-down. Maintenant, sur la dimension internationale, si l'Union européenne veut avoir de l'influence, en effet, pour l'instant, et vous l'avez très bien souligné, le principal vecteur par lequel l'Union européenne parle d'une voix, c'est sa politique commerciale, c'est-à-dire je veux des accords de libre-échange. J'espère que l'accord avec le Mercosur va se casser la gueule dans les grandes longueurs, donc j'espère que ce sera le premier accord commercial qui sera définitivement torpillé parce que c'est un accord qui s'inscrit toujours dans la logique de la mondialisation néolibérale. Et à un moment, il faudrait une victime expiatoire. Et j'espère que ce sera l'accord avec le Mercosur. Je dirais, avec le contexte actuel, ça ne devrait pas être trop difficile vu l'attitude de Bolsonaro. Maintenant, si l'Union européenne veut avoir de l'influence, la première chose, c'est d'être exemplaire dans les politiques qu'elle mène. Autrement dit, je voyais quelqu'un dans le chat qui disait « Ouais, bon, si l'Union européenne dump ses vieilles voitures diesel ou son vieux matériel électronique en Afrique, oui, ok, elle se donne la bonne conscience d'être verte, mais en fait, elle fourgue ses vieux matériels dans le reste du monde, ça n'est pas très cohérent. » Mais je pense que nous devons essayer de chercher, donc d'une part d'être cohérents dans nos actions au niveau européen et donc d'être exemplaires, mais par ailleurs de chercher des partenaires, pas nécessairement au niveau des États centraux, mais au niveau de l'unité territoriale, même d'une certaine taille. Je pense par exemple sur la question climatique, nous avons engagé un dialogue avec les États américains, donc des États-Unis d'Amérique qui refusent la politique de Trump et qui veulent des efforts climatiques beaucoup plus soutenus, eh bien, je crois que c'est la direction qu'on doit prendre. Ça peut se faire au niveau d'entités subétatiques, de régions administratives ou politiques de certains États, parce qu'il y a quand même pas mal d'États qui sont découpés en entités régionales. Je pense que le Brésil est une république fédérale aussi. Mais par ailleurs, ça peut être avec des collectivités urbaines, ça peut être avec des métropoles qui, en effet, s'inscrivent dans la transition. Et là, le véhicule, ce n'est pas nécessairement les institutions européennes à proprement parler. Je sais qu'il existe au niveau européen des associations de villes qui travaillent sur la transition ensemble, y compris de grandes villes, et elles ont des relations avec des métropoles en dehors de l'Union européenne. Là, ce que l'Union européenne doit faire, c'est apporter un soutien financier à ces initiatives et un soutien privilégié à celles qui s'inscrivent dans la ligne de la transition sans nécessairement passer
directement par les États centraux, quoi. Autrement dit, subventionner des projets directement au niveau d'associations collectivités. Je ne suis pas familier avec l'initiative dont vous parliez au niveau des régions, mais voilà, c'est ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Oui, merci beaucoup Philippe. Il est malheureusement temps de clôturer cette partie du programme. Donc, j'aimerais remercier tout d'abord M. Lambert pour son temps qu'il passe avec nous et ses idées inspirantes. Je pense qu'on a maintenant une excellente base pour nos échanges et pour la réflexion qu'on va suivre par après. J'aimerais bien sûr remercier également tous les participants pour votre participation, attention et questions. Vous étiez super actifs et je suis sûre qu'on va maintenant avoir beaucoup d'idées sur le sujet. On a peut-être aussi de nouvelles questions, ce qui est très bien. Donc, merci beaucoup à tout le monde et on se fait une petite pause et on se retrouve dans une demi-heure. Donc, merci à tous. 4h15. Merci beaucoup.